à tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, nous sommes là pour un webinaire organisé par la CCI Métropole Saint-Étienne-Roanne et Captronic. Captronic ici est représenté par Jean-Marc Alloy. Bonjour à tous. Tu veux te présenter brièvement pour commencer? Donc Jean-Marc Alloy, Captronic. Captronic, c'est une association de 1901 qui accompagne les entreprises à développer des produits qui intègrent de l'électronique et du logiciel embarqué. On est sur toute la France avec 25 ingénieurs et un financement de la Direction générale des entreprises. Donc, nous sommes en webinaire, tout le monde est à distance, on a personne dans la salle. Si vous avez un problème pour entendre ou pour visualiser, n'hésitez pas à utiliser le chat à votre disposition. Nous sommes ensemble pour 30 minutes et nous aurons 15 minutes de questions à la fin. Voilà, ça se passe également via le chat. Eh bien, nous allons commencer. Donc, pour ma part, Camille Montagne, je ne me suis pas présentée, pardon. Donc, je suis conseillère en développement par l'innovation à la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà. Il nous manque une slide juste avant. Merci. Suivante. Merci. Donc, l'Internet des objets, ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler à travers différents médias. Il y a 4-5 ans, il y a Google qui a racheté Nest. On se demandait peut-être un peu pourquoi. Mais en fait, on comprend aujourd'hui que ce monde des objets connectés est très lié à la donnée. Et donc, Google, effectivement, cherche à rentrer éventuellement dans les maisons via Nest. Et c'est un très bon moyen pour récupérer de l'information et développer des algorithmes pour faire développer éventuellement du machine learning. D'un autre point, d'un autre angle de vue, on a vu des gens qui font du marketing à faire des analyses prédictives pour voir un peu l'évolution des objets connectés et voir comment on pourrait se projeter dans cette évolution. Et alors là, tous les chiffres sont sortis, mais c'est vrai qu'entre 50 et 80 milliards d'objets connectés d'ici 2020, on se rend compte qu'effectivement, on s'en approche petit à petit. D'un autre côté, d'un autre point de vue, en bas à gauche, vous voyez les réseaux numériques qui existent et le cloud propose des services intéressants et disponibles qui sont aujourd'hui extrêmement diffusés et de manière très simple et très ludique sur le monde entier. Et pour le quatrième facteur qui favorise effectivement cette effervescence, c'est les fondeurs de composants. Les fondeurs de composants, c'est ceux qui vous fabriquent les tout petits composants que vous pouvez voir si un jour vous ouvrez un produit connecté et vous voyez une carte électronique. À l'intérieur, vous verrez effectivement ces tout petits composants qui sont extrêmement intégrés, qui intègrent de plus en plus de fonctions. Et donc, le développer un produit connecté, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années en arrière, il faudrait peut-être une table de bureau. Aujourd'hui, j'exagère un petit peu, pas beaucoup. Et aujourd'hui, sur quelques centimètres carrés, vous avez l'ensemble des fonctions et tout ça est intégré et très facile d'accès. C'est toute une suite logicielle. Donc, c'est vraiment ces 4 facteurs qui font qu'aujourd'hui, développer un objet connecté devient tout à fait réalisable et réaliste, en tout cas au niveau du développement. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a quand même un gros engouement ces dernières années pour l'objet connecté. Et il y a pas mal d'écueils aussi, parce qu'on oublie de penser usage et on oublie de remettre le client au centre de la démarche. Donc, avant d'aborder la technologie en soi, on va d'abord aborder le marché. Donc, la question qu'on va se poser, c'est la technologie qu'on veut déployer. Elle va dépendre des usages qu'on aura identifiés. Donc, les usages pour l'utilisateur final, ça va de soi, mais l'usage également pour votre client, pour vous en tant que fournisseur, prestataire, mais également d'un point de vue logistique et transport, etc. Donc, on va essayer de penser les usages à tous les niveaux de la chaîne de valeur de votre produit. On parle dans ce cas d'innovation par les usages, donc c'est un terme qu'on entend beaucoup ces dernières années. L'innovation par les usages, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'innover en s'inspirant du mode de pensée des designers.
Donc, dans quel contexte? Ça peut être pour lancer une nouvelle activité, pour pivoter par exemple, parce qu'on est sur un marché en décroissance. Ça peut être pour créer un nouveau produit, un nouveau service, comme ça se passe dans beaucoup d'entreprises. Ça peut être également pour rehausser la valeur d'un produit ou d'un service existant qui jusque-là n'était pas connecté. Aujourd'hui, on peut chercher de la donnée, donc notamment dans les machines-outils, dans les industries, par exemple. Voilà, donc on comprend assez bien pourquoi il est important de mettre le client au centre de la démarche. Donc on a cette illustration sur la droite qui est assez parlante, hein. D'un côté, donc c'est sur un campus, je ne sais plus dans quelle région du globe, vous avez une très jolie route pavée, et puis finalement, sur le côté, on se rend compte qu'il aurait peut-être fallu cette route la faire en biais si on avait été sur le terrain, et puis si on avait davantage identifié les habitudes des résidents. Voilà, donc quelques chiffres pour illustrer ça également. Une tendance qui n'a pas bougé depuis plusieurs décennies, c'est les 80% de lancements de nouveaux produits qui échouent. Et il faut savoir que sur ces 80% d'échecs, il y a 45% qui sont dus à une inadéquation entre les produits proposés et les attentes des clients, ce qui est énorme et ce qui veut dire qu'on ne va pas assez se confronter au marché. Donc un mot également, se confronter au marché, c'est méthodique, ça se fait de manière méthodique et pas n'importe comment, parce que c'est la slide suivante, mais c'est pas grave. Si je reviens sur la méthodologie, je disais qu'il faut de la méthode. Non, on va faire dans cet ordre-là, il n'y a pas de souci. Je disais qu'il faut de la méthode, que ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, il y a une méthode qui est très connue qui s'appelle le design thinking, qui est très utilisée aujourd'hui. Et puis d'autres qui s'en sont inspirés. On a le sprint design, qui est une sorte de design thinking, mais qu'on réalise en 5 jours, qui a été développé par des collaborateurs de Google Venture. On a le Lean Startup de Eric Ries, qui reprend cette notion d'itération. Voilà, on a d'autres choses, créer de la valeur à moindre coût, qui a été écrit par un professeur lyonnais de l'UM Lyon. Voilà, donc l'innovation, ça se manage et on a des outils, des méthodologies pour ça. Donc je disais, se confronter au marché, ça ne se fait pas n'importe comment. On va toujours mettre le client au centre de la démarche et faire des allers-retours entre le marché et la R&D de manière constante et de manière itérative. En manière itérative, c'est-à-dire qu'à chaque fin de processus, on va à chaque fin d'étape, on va émettre une hypothèse qu'on va vérifier sur le marché et en fonction que l'hypothèse est validée ou non, on va passer à l'étape suivante ou revenir en arrière. Donc, pourquoi est-ce que je disais qu'il faut de la méthodologie, que ça ne se fait pas n'importe comment? On va le voir avec l'exemple qui suit. L'exemple de Newcock. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Newcock, dans les années 80, il y a eu la plus grande étude marketing du XXe siècle qui a été réalisée. 190 000 consommateurs qui ont été mobilisés par Coca-Cola pour tester une nouvelle recette. Alors pourquoi Pepsi, à ce moment-là, arrive sur le marché avec un nouveau produit et est une menace pour Coca-Cola qui n'a pas changé sa recette depuis 100 ans. Donc, ils disent, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils proposent une nouvelle recette à ce panel de consommateurs, près de qui ils font tester en blind test la nouvelle recette et la traditionnelle. Donc, sans identification impossible de chacun des produits. Et ce qu'on découvre, c'est que la grosse majorité du panel, si je ne dis pas de bêtises, c'était une quasi-unanimité, préfère la nouvelle recette. Et donc, Newcock décide de remplacer sa recette historique par la nouvelle et sort le Newcock. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les magasins sont dévalisés, tout le monde se rue dans les magasins pour récupérer les derniers Coca-Cola encore disponibles dans les magasins. Les standards de Coca-Cola explosent parce que les consommateurs veulent comprendre pourquoi ce changement. Et résultat, retrait du produit 79 jours plus tard, du jamais vu. Alors pourquoi? Eh bien parce que
parce que Coca-Cola a certes interrogé le marché pour savoir quelle recette ils préféraient, mais ils n'ont pas identifié les insights. Les insights, c'est tous les non-dits, c'est tout ce qui n'est pas verbalisé par le consommateur, tout ce qui n'est pas évident et qu'il va falloir aller chercher. C'est ça le cœur de l'information, aller chercher auprès de vos clients, de vos futurs clients, pour pouvoir développer un produit qui réponde à leurs réels besoins et pas à ce qu'ils imaginent avoir besoin. Et donc là, en l'occurrence, pour Coca-Cola, ils n'avaient pas identifié l'importance de l'attachement à la marque et des consommateurs. Voilà. Voilà pour l'exemple. Donc, ce qu'on retiendra, si on passe à la suivante, merci. Donc, voilà ce que je disais tout à l'heure, il y a des méthodologies, pardon, les slides sont un peu intervertis, il y a des méthodologies très globales pour englober tout le processus d'innovation, telles que le design thinking. Et ensuite, pour réaliser notamment ces études, comme je viens d'en parler, il existe plusieurs outils que vous pouvez retrouver dans un annuaire qui a été réalisé, écrit par Anne Pellegrin chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et donc, on retrouve tous les outils pour valider l'usage. Donc, ça va de l'étude sociologique, ethnographique, en passant par le focus group, le test de concept, en immersion, des enquêtes entretien exploratoire, des choses comme ça. Voilà, il existe tout un tas d'outils que vous pouvez retrouver sur cet annuaire ou bien nous contacter également à la Chambre de commerce pour un accompagnement, mais ça, on y reviendra à la fin du webinaire si vous avez plus de questions à ce sujet-là. En tout cas, en ce qui concerne l'Internet des objets, ce qui est important à retenir, c'est voilà, toujours remettre le client au centre de la démarche et de fonctionner par itération à chaque étape. Voilà, et toujours faire cet aller-retour entre le marché et la R&D parce que c'est des usages que vous aurez identifiés auprès des clients et des acteurs qui vont être impactés par votre solution, qui vont définir derrière et bien, le développement technologique, l'architecture réseau, etc., dont va vous parler Jean-Marc. Ouais, merci. Donc, là, effectivement, aujourd'hui, comme je disais un peu tout à l'heure, qui a été repris par Camille, effectivement, aujourd'hui, vous avez donc une architecture sur la partie gauche, Internet des objets. Donc, on va détailler un peu sur le slide suivant. Et cet Internet des objets, ben, au final, ça revient à collecter des données. Alors, collecter des données, ben, c'est pourquoi et comment. Comment, avec des produits connectés, le but, c'est aussi de les analyser. Et effectivement, on peut, à travers ces données et ces analyses, créer de la valeur, soit en la monétisant de manière directement, soit avoir une meilleure connaissance du client ou du produit ou de l'usage du produit, soit en vendant des apps aux services additionnels, soit en valorisant le core business ou l'expérience client. Donc ça, c'est une liste de ces 4 idées, mais si vous en avez d'autres, comment vous pouvez utiliser et monnayer vos données, il ne faut pas hésiter et Local Connecté est vraiment là pour laisser libre cours à votre imagination et comment faire du business avec. Donc, merci. Ouais. Donc, effectivement, on a un schéma dont on me dit souvent qu'il est un peu complexe, mais c'est vrai aussi qu'un objet connecté, il y a aujourd'hui, je ne sais pas combien de solutions, je ne sais pas répertorier, mais il y a énormément de solutions techniques pour pouvoir récupérer, renvoyer de la donnée et ensuite l'analyser et faire un retour au client. Donc, sur la partie gauche, vous avez des objets, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on a nommé en haut de la slide. Ces données, vous pouvez les récupérer soit à travers un smartphone ou une box Internet ou une gateway Wi-Fi, par exemple, qui serait connectée à Internet ou à un module GPRS, ou vous pouvez directement récupérer ces informations des objets connectés avec d'autres réseaux de communication qui ont apparu il y a 4-5 ans, de type Sigfox, LoRa pour les plus connus, GPRS pour l'ancien, dont on détaillera un peu les
les caractéristiques tout à l'heure. Il n'empêche que, quel que soit le moyen, ça va sur un serveur, ces données-là vont sur un serveur, donc via Internet, un cloud. Et ensuite, ça peut être soit exploité avec vos outils numériques, on voit en haut à droite, au sein de l'entreprise, et l'utilisateur final vient se connecter à ce que vous pouvez lui renvoyer comme application pour, par exemple, un cumul de mesures de poids ou de tension depuis 6 mois, etc. Vous pouvez avoir. Donc voilà une architecture, vous voyez, c'est assez complexe. Au final, il y a beaucoup de solutions, et c'est ce qui rend les choses compliquées. Et d'un côté, les choses possibles aussi. Donc, tout ça, c'est une affaire aussi de coût et de réflexion et d'usage très important. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vraiment la clé de la réussite d'un objet connecté. Et ensuite, pour définir les bonnes technologies à des coûts de revient qui sont toujours latents et qui ne sont pas partis avec les objets connectés, voire au contraire, et qui sont toujours très pertinents et donc il faut le tenir compte. Voilà, parce que le but, c'est de développer un objet connecté peut-être, mais surtout le but, c'est de faire du business et gagner de l'argent avec. Ça va être le suivant. Donc un objet connecté, voilà, tu peux dégager, vous ne voyez pas, mais voilà, merci. Un objet connecté, effectivement, il y a des contraintes. Donc là, j'en ai fait une liste, je pense, assez exhaustive. Une analyse fonctionnelle, ça paraît le minimum, c'est quelles aussi les grandeurs et les grandeurs physiques à mesurer, les précisions, le nombre de cycles, la gamme de mesures, etc. Quel type d'interface homme-machine vous pouvez avoir. Il y a quelques années, on développait des objets connectés avec des interfaces homme-machine qui étaient des écrans. Et aujourd'hui, on se sert la plupart du temps, c'est pas interdit de continuer comme ça, mais la plupart du temps, du smartphone du client. Il peut y avoir des calculs et du traitement embarqué ou pas. Donc, soit du calcul traitement embarqué en interne sur l'objet, soit plus loin au niveau du serveur, parce que tout ça, principalement, c'est la raison et pour une question d'économie d'énergie. La notion d'autonomie, de développer un produit qui a une autonomie d'1 an ou 2 ans, ou de 10 ou 15 ans, comme ça peut arriver parfois, on peut imaginer que les contraintes techniques sont pas du tout les mêmes. Et donc, l'effort qui sera à faire dans un développement de produit ne sera pas le même non plus. Ensuite, il y aura le choix des liaisons radio. Donc, je détaillerai un petit peu tout à l'heure différentes technologies de radio. L'identification des contraintes sur des fonctionnements à texte dans des milieux explosifs, histoire de normes, certification. Voilà, si vous développez un produit en Europe, aux US ou en Asie, il n'y a pas du tout les mêmes contraintes. Développer un objet connecté, c'est aussi, c'est pas uniquement avoir l'objet, c'est avoir l'ensemble de la documentation qui vous assurera en fait l'entière propriété de votre produit. Bien souvent, on pense qu'avoir une carte électronique, ça y est, c'est fini, on est propriétaire du produit. Sauf que si votre lien se coupe entre votre bureau d'études et vous, pour des raisons diverses et variées, ou qu'une personne s'en va, quelle que soit la raison, vous êtes obligé de repartir sur un développement, parce que si vous n'avez aucune documentation, analyse fonctionnelle, spécification, cahier d'études, fichier Java, etc., tout ce qu'il faut dans le développement électronique, du coup, vous ne pouvez pas le refaire faire par quelqu'un d'autre. Donc, il y a la notion d'approvisionnement des composants qui aujourd'hui est extrêmement tendue, de plus en plus. On peut avoir des délais de 4, 8 à 15 semaines, voire plus, pour certains composants électroniques, donc c'est devient très compliqué. Donc, les choix qu'on peut faire en amont sont extrêmement importants et ont des conséquences, entre autres, ici, sur les appros, sur la phase d'industrialisation. Je vous laisse imaginer que si jamais vous avez choisi des composants un peu spécifiques, un peu particuliers, difficiles d'accès, une fois que vous avez fait tout votre développement, parce que là, quand vous en êtes là, si vous avez fait tout votre développement, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, effectivement, ensuite, il y a le temps de la mise sur le marché, la quantité de produits à fabriquer, le coût de revient qui est très fort, l'environnement, les contraintes d'encombrement et de miniaturisation. Il nous reste combien de temps à peu près? Dix minutes. 10 minutes, ok, merci. Donc là, effectivement, dans ces objets connectés, il y a la donnée. La donnée, j'ai fait un focus là-dessus parce que c'est toujours, autant sur les aspects techniques, on peut arriver à comprendre, sur la partie donnée, il y a la donnée, il y a la volumétrie de la donnée, sa typologie, la granularité de cette donnée, la fréquence, sa durée de vie, la saisonnalité ou les pics de volume, le catalogue de la donnée en sortie,
vous voyez, c'est très lié à l'objet et à l'usage. Donc la réflexion en amont sur l'usage, j'insiste peut-être un peu lourdement une deuxième fois, mais elle est cruciale et vraiment permet de définir au mieux votre produit. La partie traitement aussi, donc l'exploitation en temps réel ou pas, le type d'exploitation, le type de base de données relationnelles versus du big data, la sécurisation et la confidentialité. J'évoquerai un petit peu la notion de sécurisation tout à l'heure. Voilà, et il y a le service de gestion du parc d'objets, comment on fait, parce que développer des objets et les diffuser, c'est très intéressant, et ça fait des business, mais comment on fait ensuite pour assurer la maintenance de tout ça. Et puis, le type d'environnement de développement, utilisation, donc web mobile, exploitation d'un site, etc. etc. Voilà. Donc, je vais aller un peu plus vite, du coup, parce que pour gagner un peu de temps, les slides, je pense que tout le monde pourra les avoir. Et donc là, ces différents types de réseaux. Pour faire une synthèse rapide, eh bien, oui, il y a des réseaux de type Sigfox, LoRa, très faible quantité de données, très peu consommateurs d'énergie. Et à l'autre bout, eh bien, vous avez des systèmes 4G, voire la 5G pour 2025, dans lesquels vous pourrez effectivement transférer beaucoup d'informations, effectivement, à un coût normalement plus élevé que Sigfox, LoRa. Donc, vous avez quelques caractéristiques qui sont données ici, qui me paraissent les plus importantes, la portée, le débit de données, voilà, un type d'information. Donc, le décryptage d'un projet IoT est suivant. Donc, vous aurez de toute façon une architecture comme elle est dessinée sur la gauche, qui se rapprochera énormément de ce qui est fait là. Donc, à développer. Donc, vous imaginez donc du coup des coûts qui sont non négligeables en termes d'investissement. Donc, il y a la réalisation de l'objet, la réalisation de la plateforme de service et la mise en place et le maintien de ce service. Et donc, ça amène aussi d'autres champs de compétences au sein de votre entreprise, soit au sein de votre entreprise, soit avec des partenaires. Donc, il y aura un chef de projet multidisciplinaire, ça ne pas que l'électronicien. Il y a aussi un marketeur, un architecte système, un électronicien, évidemment, des développeurs de logiciels embarqués, des développeurs d'applications et un administrateur de système, donc toute la partie connectée. Ensuite, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas il y a quelques années. C'est des gens qui font de l'analyse de données, des animateurs de communauté, des designers, que vous ne voyez pas dans ce champ-là, mais qui aujourd'hui apparaissent de manière très pertinente. Et puis sur la partie droite, au niveau de la commercialisation, au lieu de vendre des produits, vous allez vendre des services. Et c'est plus tout à fait la même réflexion. Donc il y a des nouveaux processus, des interlocuteurs commerciaux et des typologies de décideurs clients qui sont modifiées de par ces objets connectés. Et donc on voit, pour prendre un exemple assez trivial autour du camion, du transport, je travaillais quelques années moi, chez Renault Véhicule Industrie, chez Volvo Truck maintenant, il y a quelques années. Donc il y avait des camions, principalement des mécaniciens, des dieselistes. Et puis quelques années après, on a commencé à mettre un peu d'électronique avec une IHL et puis à faire de la gestion électronique de moteurs. Donc on a eu besoin de développeurs logiciels, d'ergonomes, d'électroniciens. Et puis ces systèmes ont commencé à être connectés un petit peu. Donc les transporteurs ont voulu où était leur flotte et gérer un peu les trajets, donc les systèmes GPS. Et puis aujourd'hui, ces transporteurs gèrent l'ensemble d'un parc de véhicules, mais non seulement les livraisons, plus la maintenance des camions, etc. Et donc, il y a l'animateur de communauté, du designer, d'analyse de données, agrégation de données, télécom, sécurité. Aujourd'hui, c'est des objets connectés au roulant. Voilà. Donc, quelques conseils pour réussir à s'en développer, c'est tester rapidement les usages, on l'a dit, c'est formaliser votre projet et traiter avec précaution la phase d'industrialisation qui est extrêmement importante. On est là pour vous accompagner dans cette démarche. Suivant. Merci. Et effectivement, les domaines qui sont à traiter, on les a évoqués tout à l'heure. Il y a une partie management de projet, et puis autour de l'objet, il y a l'objet en lui-même, tout à fait objet connecté, l'électronique, ce qui est embarqué, les applications clients, et le stockage et le traitement des données. Voilà, c'est une autre façon de présenter ce que impacte le développement d'un objet connecté. Alors là, du coup, c'est peut-être un peu petit, mais
Ce qu'on a voulu représenter là, c'est les différents acteurs à solliciter sur un processus d'innovation. Donc, à la Chambre de commerce et d'industrie, on est là pour vous accompagner tout au long du processus d'innovation. Il existe plusieurs accompagnements. Pour les PME de l'industrie au service et industrie, vous avez accès à un dispositif qui s'appelle Ambition PME et qui vous donne accès à un programme d'accompagnement qui est subventionné par la région Rhône-Alpes à hauteur de 70%. Et sinon, vous avez également l'accompagnement aux porteurs de projets et aux startups via Novacité, qui est l'accélérateur de la Chambre de commerce et d'industrie. Et vous avez toute l'équipe innovation pour vous accompagner également dans vos processus d'innovation. Donc, on s'appuie dans nos accompagnements sur nos partenaires, donc en l'occurrence Captronic, sur toute la partie électronique. L'espace numérique entreprise, donc on a une personne qui aurait dû être là aujourd'hui pour également co-présenter ce webinaire, qui n'a pas pu être là, mais voilà, avec qui on travaille également en étroite collaboration. Et ensuite, tous les dispositifs de financement dont BPI France est un acteur central. Tu veux rajouter quelque chose? Voilà. Donc, on est là. Vous avez nos coordonnées, donc Jean-Marc Allois et moi-même, si vous avez des questions et si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets. Avant de passer aux questions, je voudrais simplement vous communiquer la date d'un prochain webinaire. Ce sera le 5 juillet à 13h30 et c'est comment la relation client impacte-t-elle directement vos ventes. Voilà, merci en tout cas pour votre participation. On espère que ce webinaire vous a plu, a répondu à vos attentes. À l'issue du webinaire, avant de nous quitter, il y aura un rapide questionnaire, 1 minute top chrono, pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et nous permettre d'évoluer et de faire évoluer ces informations. Voilà, on est à l'écoute de vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat. Merci. En attendant vos questions, donc on va vous présenter, on va compléter notre présentation avec les quelques slides suivants sur on a écrit au sein de Captronic 4 guides. Un guide sur comment prendre le virage d'objets connectés, il y a 4 ans maintenant, qui vous résume en fait ce qu'on vous a présenté ici. Ensuite, on a écrit un guide sur comment prendre le virage des entreprises qui ont pris le virage de l'objet connecté, qui est un recueil en fait des différents cas d'usage, tout premier cas d'usage pour des entreprises qui ont pris le virage de l'objet connecté. Ensuite, on a écrit un guide sur les écueils à éviter dans le développement de produits connectés, ça nous a paru important. Et le dernier qu'on a écrit cette année sur la cybersécurité, qui aujourd'hui est un sujet assez fort. Tous ces guides sont téléchargeables gratuitement sur le site Captronic. Et on organise donc des séminaires, des formations, des ateliers qui sont gratuits pour les entreprises. Personne qui veut se former autour des technologies d'électronique et de logiciels embarqués peut venir assister à ces formations, séminaires et ateliers sur toute la France. Voilà. Que pensez-vous des réseaux NB? J'avais une question. Que pensez-vous des réseaux NB, IoT et LTE? C'est des réseaux qui aujourd'hui se développent effectivement pour concurrencer un peu LoRa. Et c'est des réseaux en tout cas qui se développent avec LoRa et Sigfox. Moi, j'ai pas. C'est un réseau de ce sont des réseaux de communication. Ensuite, la grande question de tous ces réseaux de communication radio, c'est leur couverture. Quand on développe un objet connecté, bien souvent,
on ne s'arrête pas à la France ou à un département. Donc, c'est comment on arrive à récolter de l'information, même si mon objet se retrouve en Inde, en Suisse, ou je ne sais trop où. Donc, on voit qu'il y a des accords de roaming qui sont en train d'être mis en place par ces différents opérateurs. Donc tout ça est très intéressant, ça bouge beaucoup. Donc, moi, j'en pense que du bien, parce que du coup, ça bouge un peu tout le monde. Et ensuite, la vraie question, en fait, c'est OK, je veux développer un objet connecté, mais quel est l'usage? Qu'est-ce que je peux en faire? Quelles sont les quantités de données? Pourquoi je veux remonter toutes ces données? Parce que tout ça, de toute façon, a un coût. Et de là, on peut effectivement trouver la bonne technologie et le bon réseau radio qui serait pertinent. Parce que là, j'ai nommé quelques-uns, mais il y en a d'autres. Hein. On ne parle pas de Zigbee, on ne parle pas d'autres, de DCP UL aussi qui se développe aussi, qui peut être intéressant dans certains cas. Donc ça devient une affaire d'un côté de spécialistes au niveau des réseaux radio, mais surtout en regard d'un usage, des quantités de données, des caractéristiques très importantes autour de l'objet connecté pour trouver le réseau le plus pertinent. Je prends la question suivante. Quelqu'un demande si j'ai parlé de 80% d'échecs à la commercialisation d'un produit IoT. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai avancé. Les chiffres disent 80% des échecs d'innovation. Voilà. Donc, ça peut être pour des... C'est pas forcément la commercialisation, il peut y avoir tout un tas de raisons qui peuvent être également des freins technologiques ou réglementaires. Et ce que j'ai dit également, c'est que 45% de ces échecs étaient dus à une inadéquation entre le marché et le produit. Donc, ça ne comprend pas seulement la commercialisation. Et on est sur une donnée qui concerne toutes les innovations et pas seulement l'IoT. Voilà. C'était simplement pour remettre dans le contexte que l'innovation par les usages, c'est essentiel. Et d'autant plus avec les objets connectés, puisque ce sont ces usages, comme vient de le redire aussi Jean-Marc, on insiste un peu, mais ce sont ces usages qui vont pouvoir déterminer derrière les développements du produit. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ça, c'est une question clé, qui revient systématiquement, effectivement. Avez-vous des données concernant l'autonomie des objets en fonction des réseaux? J'ai pas plus de données que ça. À chaque fois, qu'est-ce qu'il faut, pour répondre à cette question, en fait, la technologie, bien souvent, c'est quand même la batterie, même sur les récupérations d'énergie, soit piezo, soit solaire ou autres, sont quand même assez faibles. Donc, ils ont du mal à faire fonctionner des réseaux, un objet connecté. Et encore que, on en revient toujours à la question d'usage, est-ce que c'est renvoyer une donnée de température tous les mois ou quand il y a une alerte, ou est-ce que c'est renvoyer, je prends des extrêmes, renvoyer une image vidéo pas en streaming, mais une fois par jour, pendant 20 minutes, etc. Mais tout est lié à ça, parce que du coup, ce qu'on fait, et la question c'est répartie d'un des slides, c'est quel est le bilan énergétique que l'on peut faire, qui doit être fait pour dimensionner justement cette notion d'autonomie. Et du coup, quand on fait ce travail, même de manière assez, avec des règles de 3, sans forcément aller très loin dans le détail, très vite on peut se rendre compte qu'il va falloir une batterie assez importante. Et donc du coup, ça re-questionne la notion d'usage et est-ce qu'il y a réellement une pertinence à avoir autant d'informations en si peu de temps. Donc voilà, nous aujourd'hui, on n'est que sur les batteries et on n'a pas le choix. Et le marché est très tendu. Bien souvent, plus l'objet est petit, plus la batterie a un coût important, un coût de revient important sur le coût de l'objet, et difficilement négociable parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix. Une autre question qui arrive. Ça, c'est une question un peu trop technique pour moi, je vous avoue. Maintenant, il y a des applications de vision, réduction. On va peut-être la dire à voix haute. Qu'en est-il du edge computing
L'IA embarquée au niveau des objets connectés hors application de vision, réduction de l'énergie et de data stream. Avez-vous une connaissance de projet dans ce sens? J'en ai, mais je ne peux pas vous en parler parce qu'ils sont confidentiels. Mais en tout cas, pas au niveau de l'objet. En tout cas, j'en ai pas au niveau de l'objet. Ça, c'est pas à ma connaissance. Parce que à chaque fois, ça consomme de l'énergie. Mettre des algos pour faire de l'IA sur un objet, bien souvent, l'objet est là pour récupérer l'information, de la température, l'accéléromètre, etc. Et on transporte ça sur un serveur, et là, on a toute l'énergie qu'on veut pour développer tous les algos qu'on peut imaginer. Donc, voilà. Bon, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Si on a d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Et puis, ma foi, merci Camille de m'avoir invité à ce webinaire très intéressant. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous renvoyer par mail ou téléphone. Et vous allez recevoir également une plaquette avec les différentes offres liées à l'innovation de la Chambre de commerce et d'industrie. La seule chose que je peux peut-être rajouter, c'est qu'au niveau de Captronic, on est 25 ingénieurs. Ce n'est pas nous qui réalisons les accompagnements. On travaille avec un réseau d'experts privés publics, soit laboratoires, soit consultants ou bureaux d'études. Et donc, on peut vous mettre en relation avec des gens qui peuvent vous répondre de manière beaucoup plus pertinente que moi sur des questions techniques très pointues, avec un financement à la clé. Voilà. Merci de votre attention Merci. Et merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questionnaires. Merci, à très bientôt. À très bientôt, bonne journée.